Salut à tous, c'est Bismart. Nous voilà repartis pour une heure de débat. Alors, une heure de débat essentiellement autour de ce qu'on va appeler au sens large d'ailleurs, j'allais dire l'actualité technologique, on va dire les mutations qu'apporte aujourd'hui la technologie, évidemment intelligence artificielle, parce que tout le monde en parle, et puis je sais que les entreprises, mes discussions avec les chefs d'entreprise, non pas les gros d'ailleurs, hein, les gros ils ont tout pour les aider à réfléchir, non, les entreprises de taille intermédiaire ont bien envie de savoir comment est-ce que tout ça, ça peut rentrer dans un process de production ou modifier un process de production. Bref, intelligence artificielle, mais pas seulement. Tout ce qui se passe aussi à l'échelle européenne. Et puis quand même, en fond de sauce, cette question passionnante de relocalisation. Comment tu dis, Mathieu? Nouvelle grammaire de la mondialisation. Pas mal. Nouvelle grammaire de la mondialisation. Très macronien, ça. C'est très macronien, absolument. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, Mathieu Courtecuisse est avec nous. Salut Mathieu. Salut Stéphane. Fondateur de SIA Partners, et André Lescrugue-Pietri. Salut André. Stéphane. Le président de JEDI, Joint European Disruptive Initiative. Alors, je mets IA en jeu pour les entreprises. Évidemment, Mathieu, ce qui m'a intéressé, j'ai envie qu'on démarre avec ça parce qu'il se trouve que, mais c'est pas par hasard, tu as donné une interview aux Échos c'était pour la fin de ton mandat en fait, hein, à la tête du Syntec Conseil, c'était un peu ça le truc, donc l'association professionnelle de l'ensemble des entreprises de conseil en transformation, management, etc. Et c'est parfaitement concomitant avec les discussions que j'ai maintenant, je le disais en sommaire, non pas avec les gros, je pense que Patrick Pouyanné, il a tout ce qu'il faut pour le renseigner, quoique, j'en sais rien. C'est jamais assez. On sait jamais. Enfin, je pense que... mais les entreprises de taille intermédiaire, où alors, ils reviennent vers moi, je leur dis, non, franchement, les gars, là, moi-même, j'écoute. Par quel bout je prends ce truc, intelligence artificielle? C'est vraiment la question que j'ai envie de te poser comme ça. Par quel bout je prends ce truc? Je suis... Non, allez, je vais garder. Je suis à la tête d'une boîte qui travaille dans l'aéronautique, un peu en pointe, qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai des clients un petit peu partout dans le monde. Je sens que ce truc est là. Mes équipes d'ingénieurs n'ont pas le temps. De toute façon, ils sont sous l'eau, occupés par la production. Et par quel bout, moi, dirigeant, je dois prendre ce truc? D'abord, il n'y a pas une IA, il y a une multiplicité d'IA, donc en fait ça rend le problème aussi encore plus complexe. Encore plus complexe. Là, c'est l'IA générative, c'est ça, tu l'appelles l'IA générative, hein, GPT et tout ça, qui leur saute à la figure là. Ouais, donc, même l'IA générative, c'est des IA différentes, ouais. Donc c'est une complexité technologique qui est réelle. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est pas forcément le grand soir, c'est-à-dire que ce qui a été cru il y a quelques années, ce qu'on appelait le AI at scale, c'est-à-dire vraiment, je vais te transformer ton business model du jour au lendemain sur l'ensemble de tes fonctions comme ça, avec un énorme point de bascule. En réalité, c'est beaucoup de cas d'usage, une multiplicité de cas d'usage qui sont presque des baby steps en fait. Et il s'avère que de temps en temps, il y en a un qui est un peu plus gros que les autres. Donc il faut se mettre dans une logique d'expérimentation avec une multiplicité de cas d'usage. On peut bâtir une usine à cas d'usage pour aller regarder comment ça fonctionne. Et puis après, il y a quand même une condition pour y arriver. C'est à la fois trouver des talents, parce qu'il y a quand même une rareté des data scientists malgré tout. Donc c'est assez difficilement accessible pour des ETI de façon assez honnête. Et d'ailleurs, si tu reprends mon interview, j'ai évoqué, ça fait pas mal réagir, le fait que la plupart des cabinets de conseil avaient plus de spécialistes de l'IA que n'importe quel groupe du CAC 40. Donc par rapport à ton point qui consiste à dire que les grands groupes sont parfaitement équipés, c'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment le cas. En France en tout cas. Donc parce que en fait, ça veut dire qu'il faut avoir une stratégie de recrutement qui est installée depuis 5-10 ans. Parce que c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Et en réalité, aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est par exemple dans le secteur du conseil, l'IA à proprement parler représente 4% du chiffre d'affaires. Alors, ça paraît pas forcément énorme, non. Mais ça veut dire qu'il y a plusieurs cabinets qui ont plusieurs centaines de spécialistes de l'IA, et ça a doublé en un an.
Et donc, en fait, il y a une accélération. Je ne parle même pas du chiffre d'affaires qui est lié à la data. La data, c'est 20% maintenant des chiffres d'affaires des cabinets de conseil. 20%. Donc, c'est énorme. Et je ne parle pas des boîtes du numérique, hein, je parle vraiment des cabinets de conseil. Donc, l'IA est un sous-compartiment de ça. Ouais. Et la problématique, pour la plupart des entreprises, c'est d'avoir bâti quand même les lacs de données, enfin, ce qu'on appelle les data lakes. Et parfois, elles ont été un peu désinvoltes dans la capacité à les construire. Totalement. Et elles en sont conscientes. Elles sont conscientes qu'elles ne savent pas vraiment quelle est la qualité, on va dire, de l'eau de leur data lake. Voilà. Et il y a une certaine fatigue aussi, c'est-à-dire que notamment en fin d'année dernière, il y avait un certain nombre de dirigeants qui pointaient, il y a une étude faite par un de mes concurrents fameux, qui disait qu'il y avait une fatigue en fait autour de l'IA en voyant pas forcément la rentabilité des investissements. Et ça, il faut aussi apprendre la patience, c'est-à-dire qu'en réalité, par rapport aux expérimentations, comme je disais, il y a une multiplicité des cas d'usage. Il y a parfois des choses qui vont plus vite, il y a des formes de fulgurance, mais c'est pas forcément le grand renversement. Oui, mais tu vois, c'est ça, Mathieu, qui s'est passé exactement ça. C'est-à-dire que moi-même, je le raconte assez régulièrement, j'anime des cercles confidentiels autour d'un certain nombre de fonctions, particulièrement fonctions support. Et c'est vrai que notamment toutes les fonctions financières et toutes les fonctions finance d'entreprise, sans arrêt étaient sollicitées sur des modèles IA et sans arrêt ressortaient en disant « je ne peux rien en faire ». Et donc effectivement, il y avait une forme de fatigue. Et tout à coup, pchit, ce truc survient. En l'occurrence GPT, certes, ils ont bien conscience que ce n'est qu'un tout petit bout, mais tout à coup, c'est « Ah, mais en fait, il peut se passer quelque chose de majeur et on ne voudrait pas passer à côté ». Voilà, c'est un peu ça le résumé de ce que j'entends. C'est-à-dire que voilà, dans tout type d'innovation comme ça, il y a des phases d'accélération. C'est ça. C'est ce que Gartner, par exemple, modélise sur le hype cycle, qui me semble très correct. C'est-à-dire qu'on a des phases d'espérance, puis après des phases de désillusion, et après des phases d'accélération. Et la réalité, c'est que le rôle d'un dirigeant, c'est de penser long quand même. Et que, en fait, voilà. Donc là, il y a un effet blast avec le prompt engineering, en fait, et la capacité à interagir. Ouais. Mais en fait, tout était déjà là. Et d'ailleurs, l'effet blast, il est beaucoup dans l'opinion. Pour les boîtes qui ont depuis assez longtemps pris le sujet en main, il y a beaucoup moins d'effets de surprise, en réalité, par rapport à ça. Donc moi, je te fais confiance, hein, c'est ton job, mais je vois énormément d'effets de surprise, moi, de ce que je constate. Alors maintenant, ça s'est un peu calmé, mais il y a 2 mois... Non, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de point de rupture technique, en fait. C'est juste un point de rupture dans l'adoption, en fait. Dans l'adoption. Regarde, secteur que je connais un tout petit peu, secteur de la pub. Mais les gars, quand même, ça leur est tombé dessus. Je t'assure, même si on te dit oui, bien sûr, on préparait et tout, à un moment, le fait que n'importe quel agent de création, on va dire ça comme ça, agent de production, puisse l'utiliser avec des effets qui sont des effets vertigineux, c'est un effet blast et un effet de surprise. Mais la problématique, c'était de réussir à convaincre un certain nombre de décideurs de passer à l'acte. Ouais. Et c'était pas forcément un sujet de maturation technique. D'accord. Une boîte. C'était un effet de maturation d'usage. Je vais prendre un autre exemple. Typiquement, il y a une boîte qui a été fondée par des Français qui s'appelle Hugging Face. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne connais pas. Ça va être un des grands LLM qui va gagner probablement dans la course qui est en cours. Donc LLM, Large Language Model. Voilà, ils ont levé 160 millions de dollars jusqu'à présent, donc c'est fondé par des Français. Alors ils sont tous à New York. Ils sont presque tous à New York, sauf un qui est à Paris. Mais ils ont levé l'année dernière sur une valo à 2 milliards. C'est-à-dire qu'en fait, dans les licornes françaises, c'était probablement la plus valorisée, dont les médias français n'ont jamais parlé. Et aujourd'hui, ils sont en train de réaliser des énormes partenariats avec un des grands opérateurs du cloud qui a un peu raté la marche Generative AI. Et en effet, ça va faire mal. Mais c'était déjà là, en fait. Oui, je comprends. Ah. Vas-y, André. Je suis d'accord. On a le temps. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Il y a eu quand même un effet. C'est que, alors pour parler un petit peu technique, il y a le sujet de ces large language models qui en fait changent la manière dont on entraîne les données sur l'IA. Avant, on utilisait beaucoup ce qu'on appelait les réseaux neuronaux et qui travaillaient sur des séquences pour essayer d'être ultra simplificateurs, qui travaillaient sur des petites séquences. L'avantage de ces grands modèles de langage, c'est, en français, c'est qu'en fait, ils peuvent travailler sur des phrases
phrases entières, par exemple. Et donc, en fait, la capacité, la rapidité, c'est surtout ça, d'entraînement est beaucoup plus rapide. Donc là, il y a quand même un décrochage technologique qui fait que, c'est ça cet effet, c'est que dans toutes les verticales, dans tous les secteurs industriels, on peut aujourd'hui entraîner, même avec un nombre de données relativement restreint, ce qui avant n'était pas possible et qui était surtout réservé aux grands. C'est plutôt le message d'espoir pour les ETI par rapport aux grands groupes, c'est-à-dire avant l'IA était vraiment effectivement un sujet modulo, le sujet des talents, réservé aux grands groupes. Il y avait besoin de puissance de calcul, etc. Aujourd'hui, vous avez la capacité pour une filière industrielle, pour une société plus petite, d'entraîner ces modèles. Alors, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu énergétique, parce qu'il en faut énormément, hein. On dit que ChatGPT aurait consommé en 6 mois l'équivalent de la consommation énergétique d'une centrale nucléaire. Je sais pas, mais bon, ça vous donne un ordre de grandeur. Donc clairement, c'est pas durable. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on peut entraîner sur un jeu de données beaucoup plus restreint, parce que souvent quand c'est pas durable, j'en sais rien, André, parce que alors ça, pour le coup, dès le début, il y avait eu ce sujet de l'énergie. Si tu as besoin d'une centrale nucléaire, mais que tu fais travailler 100 millions de personnes, puisque la capacité d'adoption a été de 100 millions de personnes en un mois à peine, je crois. Hein. Je rappelle quand même. Là où TikTok, il avait fallu 13 mois pour TikTok, il en faut un mois pour GPT. Je vais faire un parallèle avec la stratégie hydrogène de la France. On veut tous de l'hydrogène vert, sauf qu'aujourd'hui, on n'a même pas assez de centrales nucléaires pour nos propres besoins. Donc oui. Ça serait bien d'avoir. Je comprends, mais je veux dire, ça serait bien d'avoir. C'est de l'énergie, c'est du transfert d'énergie. Non, l'énergie utilisée par GPT, c'est de l'énergie que tu n'utiliseras pas par ailleurs. Pas forcément. Là, pour le coup, l'effet direct sur les efficacités. Là où la deuxième chose que je voulais dire sur la vraie révolution, c'est qu'en fait, tu demandais comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet d'IA. Par quel bout on le prend, ouais. C'est véritablement une technologie qui permet de résoudre aujourd'hui ce qu'on appelle des frictions. Tout ce qui est aujourd'hui dans des organisations, dans les interactions entre organisations, dans le travail avec un monde de plus en plus complexe, donc avec de plus en plus de données, en fait, ça peut potentiellement réduire les frictions. Je donne quelques exemples. Aujourd'hui, entre 20, 30, 40% du travail d'un chercheur, c'est ce qu'on appelle faire de la bibliographie, c'est-à-dire de savoir déjà ce que font tous les autres dans le monde entier. Ça, c'est réduit. Ce que fait un journaliste avant de travailler, il essaye de savoir tout ce qui s'est dit, de croiser ses sources. Quand on fait des essais cliniques, on va essayer Aujourd'hui, beaucoup de choses sont encore assez manuelles. Toutes ces choses-là, potentiellement, et c'est plutôt le message d'espoir, sans être technosolutionniste, les frictions, c'est quand même aujourd'hui ce qui rend les travaux souvent plus fastidieux. Non, mais je comprends tout à fait. Et on va plutôt... Mais ça veut dire qu'il faut de la formation qui va avec, c'est-à-dire qu'il faut investir sur le long terme, on revient au sujet d'éducation, pour que justement... On va y aller sur la formation, les emplois, tu as un mot là-dessus Non, mais je suis assez d'accord évidemment avec ce que dit André, c'est juste que par rapport à... Tu parlais, juste pour être concret, tu parlais dans l'interview d'expérimentation dans le secteur de... Enfin, d'expérimentation, plus que ça, de ce que SIA Partners avait fait dans le secteur de l'énergie. Oui, alors juste, je finis sur le... Vas-y. Non, mais par rapport à la dépense énergétique liée à l'IA, de toute façon, il y a des technologies, enfin des techniques qui vont venir pour contrer ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'IA frugale, et qui va venir développer les algorithmes qui seront beaucoup plus perfectionnés, en même temps qu'utiliseront moins de données. Donc il y aura des réponses dans le moyen terme qui vont se construire au fur et à mesure que les usages vont se développer. Donc moi, je suis assez confiant sur la capacité à développer le panel en fait de techniques qui vont permettre de traiter de ça. Après, ça n'empêchera pas qu'il y a évidemment des usages qui sont hyper utiles et avec un retour sur investissement extrêmement important. Après, le gamin qui veut passer ses examens, qui avant n'utilisait pas ChatGPT, et maintenant qu'il l'utilise, il aura à la fin le même rendu sur son examen obtenu et il y aura une consommation énergétique qui sera probablement supérieure. Mais il ira beaucoup plus vite. Oui, j'ai raconté 10 fois cet exemple que je trouve formidable. Classe moyenne, qu'est-ce que les classes moyennes? Combien de salariés en France, selon l'INSEE, peuvent être considérés comme une classe moyenne? Donc entre 0,8 et 2 fois le salaire médian. Il te faut 3-4 heures dans les bases de données de l'INSEE pour aller le chercher. Il me l'a donné en... Oui, voilà, et donc c'est mon ordi qui n'a pas tourné pendant 3-4 heures. Enfin bref, je referme la parenthèse, mais... Non, mais à la fin, le diplôme sera le même. C'est juste ça. À la fin, le diplôme sera le même. Mais, et surtout, ça va faire... D'ailleurs, il y a des études qui le démontrent maintenant, c'est-à-dire que l'utilisation de GPT va permettre non pas d'avoir des meilleurs encore meilleurs, mais surtout de faire augmenter la moyenne générale. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui étaient mauvais vont devenir moyens, et ceux qui étaient moyens vont devenir très bons, alors que ceux qui étaient très bons, c'est ce que montrent... Alors attends, parce que c'est là, tout de suite, alors à ce moment-là, allons-y. Je vais te montrer ce graphe qui m'obsède depuis que Nocom, c'est l'institut de Pierre Giacometti, l'a publié, ça devait être en début d'année.
Donc on va voir ça normalement. C'est la façon dont les Français regardent le travail et regardent l'évolution de leur travail. Et eux sont absolument pas dans l'idée qu'il va falloir appréhender les nouvelles technologies. Voilà. Donc vous voyez, en jaune, c'est ceux qui veulent se protéger, et en bleu, c'est ceux qui veulent que l'État les aide, puisque c'était ça la question, à avancer vers les nouvelles technologies et à pouvoir travailler dans les nouvelles technologies. C'est 2017-2022. Mais là, je faisais référence à des panels d'étudiants qui aujourd'hui ont été testés au MIT, et on a regardé en fait leur note moyenne quand ils utilisaient versus quand ils n'utilisaient pas. C'est-à-dire que les très bons. Mais c'est les étudiants du MIT. Oui, enfin, Mathieu. Non, mais enfin bon, ça, ce truc-là. Mais ça, c'est un autre sujet. Enfin, mais non, c'est pas un autre sujet. Je pense que ça, on peut véritablement le relier au récit. Aujourd'hui, on a un sujet de récit. Je passais devant un kiosque juste avant de rentrer, et on voit même des revues scientifiques où vous avez en bandeau les risques de l'IA. C'est-à-dire que quand forcément vous endoctrinez, moi je pense, je relie ça au concept malheureusement gouvernemental de protéger les Français. Plus on met les gens dans cet état d'esprit... André, ça, je pense, donc, c'est quelque pardon chose à ceux qui nous écoutent à la radio, je ne peux pas vous le décrire, le truc, c'est spectaculaire. Ça démarre, encore une fois, je le dis, ça démarre en 2017, ça finit en 2022. Oui. Tu peux pas avoir, tu peux pas avoir de meilleur récit sur le monde moderne, on va dire ça comme ça, que celui d'Emmanuel Macron pendant son premier mandat. C'est pour ça qu'il serait intéressant de savoir ce qui s'est passé entre 2015 et 2017. Il a été probablement élu, et je fais le pari, alors très risqué parce que il est élu, on est à 50-50, après il démarre son deuxième mandat, il y a 71% des gens qui ne veulent pas entendre parler des nouvelles technologies dans leur travail. Depuis 2018, on entend parler de « il faut protéger les Français, il faut protéger les Français, il faut protéger les Français », et je ne suis pas convaincu que ce soit un récit très positif et sur lequel on emmène une société vers l'avenir. Ouais, je pense que c'est un peu déconnecté aussi des travaux qu'on voit dans les entreprises sur les programmes de formation, d'upskilling, etc., qui fonctionnent quand même plutôt bien. En réalité. Mais c'est pour ça que je voulais te poser la question. C'est toujours un peu le même sujet. J'ai peur pour les autres, mais pour moi-même, je suis relativement confiant. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours cette déconnexion qui, à mon avis, existe. Après, pour revenir sur l'IA et sur l'énergie, etc., enfin, l'IA, c'est une série de techniques formidablement transverses. Et c'est par cette nature transverse que c'est un formidable accélérateur également. Donc on peut l'appliquer dans l'énergie, on peut l'appliquer dans la pharma, etc. Donc évidemment, moi je dis les choses très concrètement, il n'y aurait pas de déploiement à l'échelle des énergies renouvelables sans IA en fait, parce qu'en fait les énergies renouvelables, elles sont intermittentes, ce qui produit de l'aléa. L'aléa, ça veut dire qu'il faut beaucoup de méthodologies de forecasting et énormément d'algorithmes pour pouvoir piloter en temps réel cette capacité-là. Mais c'est vrai que derrière, ça veut dire manipuler des bases de données absolument considérable. Faire de la même façon, si on veut aider à la baisse de consommation dans les foyers, ça veut dire qu'il faut pouvoir faire du pilotage, ça veut dire qu'il faut pouvoir associer les gens à ce pilotage, et ça nécessite une numérisation absolue avec de l'IA partout. Et ça, pour le coup, la France est relativement bien positionnée. Linky, il est IA compatible. Linky, en tout cas, il ramène de la data. Exactement. Voilà. Et après, c'est une décision politique de l'utiliser davantage. On l'a vu au début de la crise énergétique, il y a eu quelques frictions autour du sujet, mais on a la meilleure infrastructure du monde probablement en la matière. Donc voilà, donc ça c'est un exemple pour le secteur de l'énergie. Et mais on pourrait le multiplier sur le secteur de plein d'autres secteurs. André évoquait la pharma. Moi, je suis frappé de ce qu'on est en train de faire sur les essais cliniques. C'est-à-dire que la capacité à mélanger l'IA avec les essais cliniques, c'est quelque chose qui a un formidable accélérateur. On vit en ce moment une révolution vaccinale, alors qu'en France, on ne la voit pas trop, parce que déjà, l'autorité française du médicament n'autorise pas 40% des molécules agréées au niveau de la Commission européenne en France. J'ai lu ça effectivement récemment, je suis sidéré. On est à nouveau dans la surréglementation. Sidéré. Mais alors, en plus là, on est sur la surréglementation à tous les étages, sur les essais cliniques, sur le prix d'accès aux médicaments, sur les sites industriels. On a la réglementation. Enfin, c'est ce qu'on peut faire de pire en matière de réglementation, parce qu'on tape sur tous les éléments de la chaîne de valeur. Et après, on s'étonne quand on a des pénuries. Un sénateur qui était rapporteur du projet qu'on appelle ça, du principe de précaution, qui aujourd'hui le regrette amèrement, mais bon, voilà, on est en train de le... Mais peut-être pour renforcer le point qui a été dit sur l'énergie, on a trois grandes révolutions. On a le sujet de la biologie, de la santé, de l'énergie, et on va dire du computing, vraiment de tout ce qui est processing, data, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quelques technologies qui sont comme ça transverses.
on appellerait ça en bon franglais des technologies fondationnelles, et qui créent vraiment une fondation, qui créent des transversalités, qui sont justement autour de l'IA, autour des capteurs, de la mesure en fait en permanence, en fait de l'interaction. Quasiment les sens humains que nous on connaît sont en train aujourd'hui d'intégrer, et l'IA peut donner un sens à ces capteurs multiples. On va peut-être parler du nouveau casque d'Apple, mais ça va dans le même sens. C'est-à-dire ça va permettre de faire cette interaction homme-machine de manière très intéressante. Il y a quelques jours à peine, dans une conférence militaire américaine, puisque c'est toujours les militaires aux États-Unis qui sont très en avance sur les aspects technologiques, ils parlaient de ce qu'on appelait le 4e offset. Offset, c'est l'obsession des États-Unis d'avoir toujours un coup d'avance. Le premier offset, c'était le nucléaire. Le deuxième offset, dans les années 70, c'était la furtivité. Le troisième, depuis une dizaine d'années, c'est l'IA. Ça date de 2014. Hein. Donc, il ne faut pas forcément créer des énormes instituts de prospective. Il suffit parfois juste de regarder ce qui se passe de l'autre côté. Et là, il parle du fait que le 4e offset sera peut-être cette interaction homme-machine. Et on est en plein dedans. Parce que l'interaction homme-machine ne sera possible, vu la quantité de données dans laquelle on est, que si on a des IA qui permettent un peu de donner de l'intelligence par rapport à des... On en parlait dans une précédente émission, on est dans un monde aujourd'hui où on a dépassé nos capacités cognitives. Il y a 10, 15 ans, on arrivait encore à comprendre tout ce qui se passait. Aujourd'hui, tout se passe tellement vite et avec tellement d'ampleur, et les choses sont toutes interconnectées. La guerre en Ukraine est un très bon exemple. Il y a de la guerre, il y a de la technologie, il y a de la géopolitique, il y a de l'agroalimentaire, enfin, et c'est ultra compliqué. Taïwan va être la même affaire. L'espace va être la même affaire. Comment s'appelle Neuralink s'appelle Neuralink, c'est là. L'une des entreprises d'Elon Musk qui vient d'avoir d'ailleurs l'autorisation de la FDA pour faire des essais. Qui a l'autorisation de la FDA pour faire des essais humains, parce qu'ils ont déjà fait des essais sur les animaux, et là pour faire des essais humains. Donc l'idée c'est ça, l'idée c'est d'implanter une petite puce qui fera cette connexion en fait homme-machine, c'est le truc, ou qui... Non, j'ai du mal à voir ce qu'il veut faire avec ce capteur. Malheureusement, un capteur. C'est pour ça qu'il y a eu tellement d'hésitation de la FDA, parce qu'il y a une implantation, à tous ceux qui nous écoutent, il y a vraiment une implantation à travers la boîte crânienne et directement en relation avec les neurones. C'est un capteur de ce que dit mon cerveau. Non, c'est plus qu'un capteur. C'est vraiment, on peut agir. C'est un effecteur à l'intérieur du cerveau. C'est un capteur instrumenteur, si tu veux. Mais pour reprendre la thèse d'André, moi c'est ce que j'appelle l'hypertransformation, c'est-à-dire qu'on a une fertilisation croisée d'une vingtaine, trentaine de technos à vocation disruptive et transversale. Et tout s'entremêle, c'est-à-dire l'alimentation, l'énergie, les minerais, la pharma, l'énergie, etc. Et tout s'entremêle. C'est pas, en fait, l'IA, c'est pas juste les plateformes de réseaux sociaux, quoi. Et donc, en réalité, on est dans cette phase-là. Et là, il va falloir beaucoup d'agilité au niveau des entreprises et éventuellement au niveau des pouvoirs politiques, incarnés parfois par des régulateurs, pour pouvoir se saisir de ces opportunités. Comment ils peuvent parler de ce sujet André dit il faut un récit enthousiasmant autour de cette histoire-là. Toi, tu es assez pessimiste sur leur capacité à s'emparer du sujet. Alors, moi j'ai monté un club qui s'appelle White Mirror, c'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'en fait, ah oui, très bien, White Mirror, en fait, par opposition au Black Mirror. Sans être techno-solutionniste ou être un BA, etc., c'est quand même, il y a tellement de volume de bashing, de doomers et tout ce que tu veux, qu'en fait, il faut quand même essayer de contrebalancer tout ça. Donc voilà, non, mais on a besoin de faire une éducation sur ce que c'est la science, en réalité, au niveau de tous les compartiments de la société. Et moi, mon compartiment qui m'intéresse le plus, c'est quand même les entreprises. Et ce qu'il faut expliquer à chaque fois qu'on voit un dirigeant d'entreprise, les entreprises qui vont gagner demain, c'est celles qui ont un budget de R&D à 2 chiffres rapportés à leur chiffre d'affaires. Et c'est uniquement celles-là qui gagneront la compétition mondiale, c'est pas les autres. Apple n'a pas un budget de R&D à 2 chiffres rapportés à son chiffre d'affaires, il en est même très très loin depuis des décennies. Alors, c'est parce qu'ils ont un génie marketing, je dis pas que c'est valable pour toutes les boîtes. Mais c'est le contre-exemple. En tout cas, c'est bien joué, mais en tout cas... Après, il y a aussi un effet de ce que je veux dire, c'est qu'il faut accroître très très significativement les budgets de R&D. Je crois que j'ai déjà évoqué ici, par exemple, en matière d'énergie. Bon, ce qui me choque avec le rapport qui a été sorti
par Monsieur Pisani-Ferry. Ah, mais c'est terrifiant. Ce rapport est terrifiant. Oui, mais on ne va pas rentrer dans ce rapport. Mais bon. Non, je le dis à nos auditeurs et téléspectateurs, on va faire aussi une émission autour de ce rapport, justement, et autour du financement de la transition. C'est surtout la phrase qui a été sortie, c'est-à-dire c'est la réglementation et non pas l'innovation. Et je pense qu'elle est hors contexte, et même Jean ne pensait pas à ça, mais c'est terrifiant comme image. Je reviens sur les bannières. C'est pas possible que des revues scientifiques passent toujours l'angle sur les risques. Et je pense, tu sais, André, c'est un business. Hein. S'ils le font, c'est pour vendre. C'est que c'est ça qui vend. C'est que c'est pas l'espoir qui vend, c'est que c'est la peur. Oui, mais c'est une prophétie autoréalisatrice. Ouais, je suis d'accord avec toi. À un moment, ça va vendre parce qu'on sait que c'est les choses qui... On a tout essayé sauf la science. Je veux dire, c'est quand même... Donc là, il va falloir s'y remettre. Et en tout cas, ce discours-là, la plupart des dirigeants l'ont capté. Alors après, il faut le transformer dans l'entreprise. Il y a un problème culturel en France sur l'interaction entre les fonctions de R&D et l'accueil des PhD, des scientifiques dans les entreprises, moi, qui me pose vraiment un souci et qui est quand même assez spécifique à notre pays. Qui évolue quand même un petit peu. Les docteurs en entreprise, c'est un sujet, moi, effectivement, dont j'entends parler depuis 5-6 ans. Et j'ai l'impression que là, du fait notamment d'une davantage d'ouverture et de réglementation qui rendent les choses plus simples, c'est en train d'évoluer. Moi, j'ai envie de dire, on a appliqué un régime d'impatriés pour les Brexiteurs de la finance. On devrait faire un régime spécifique pour les PhD du monde entier pour dire qu'on est la terre promise des scientifiques, avec un régime d'impatriés pour tous ceux qui viennent avec un PhD. Mais je crois qu'il existe. Ou en tout cas, ça a été, en tout cas, Macron nous l'a vendu à un moment. Il faudrait intégrer les années d'études, par exemple, ça serait bien. Pour avoir des jeunes PhD. Et peut-être un deuxième... Ça va finir de désespérer Billancourt. Et là, tu vois bien comment... Parce que ça se joue à tous les niveaux. Et comment l'idée, effectivement, d'une sorte de visa, travail, métier en tension, etc., est complètement balayé d'un revers de main par l'ensemble de nos peurs en ce qui concerne l'immigration. Alors le nombre de PhD, je veux dire, bon, ça va pas. Quand même. Non, mais tu vois bien ce que je veux dire. Je suis pas sûr que ça change les grands équilibres, en tout cas, mais en tout cas, il y a un appel à la science à faire de façon générale. Et parce que là, on est en train de voir les effets concrets. Et j'ai cité la révolution vaccinale, on est en train de passer à côté. Et alors après, ces technologies, elles n'ont pas de frontières. On évoquait tout à l'heure la nouvelle grammaire de la mondialisation. Quand un vaccin aura été fait ailleurs et de bout en bout et qui sera déployé chez nous, parce qu'à un moment donné, nous aussi, on voudra vivre dans un monde sans infarctus. On sera pour le... Heureusement qu'on a encore les moyens de le payer, confère les contrats que la Commission européenne avait passé à prix d'or lors de la... Mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Je reviens quand même sur ce sujet du récit. Rapide, il faut qu'on marque une pause. Il y a quand même un rôle à jouer pour la société civile. C'est-à-dire, on peut pas tout... D'abord, numéro 1, c'est un message positif pour l'État, parce que le régulateur va devoir devenir de plus en plus expérimentateur, stratège. C'est ce que fait la FDA sur les médicaments. C'est ce que font aujourd'hui beaucoup les États-Unis sur des différentes technologies d'IA. On l'attend encore ici, on est beaucoup plus dans la protection, on revient sur l'aspect. Et deuxième chose, il faut que la société civile, les philanthropes, les fondations se disent, on est effectivement dans un siècle scientifique, on peut critiquer l'État, certes, il n'est peut-être pas assez agile, il est désargenté, qu'est-ce qu'on fait nous ? Et là, on voit un différentiel de 1 à 10 et de 1 à 100. Et pardon, les plus grandes fortunes, elles ne sont pas aux États-Unis, elles sont chez nous. Donc c'est à elles d'entraîner tout le reste de la société. Là, il y a vraiment un appel à la société civile à... Comment ça, les plus grandes fortunes, elles ne sont pas aux États-Unis, elles sont chez nous ? D'abord, l'homme le plus riche du monde n'est pas aux États-Unis, il est chez nous. Ouais. Et la vraie question, c'est que font les grandes fortunes européennes pour bâtir une société scientifique de demain ? Quand vous avez John Doerr, un des grands investisseurs dans Sequoia, qui considère qu'on ne fait pas assez à Stanford sur le développement durable, il a une fortune de 10 milliards, il en met un. Il ne met pas un millième ou un millionième. Il met 10% de sa fortune dans un institut spécifique. Et en plus, Stanford n'en a pas vraiment besoin. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Et il faut pas... Quand Bernard Arnault veut monter une chaire à Polytechnique, on le fout dehors. Oui, d'accord, mais ça... Je ne veux pas le défendre, mais en l'occurrence, là, boum. Alors après, il aurait les moyens de monter son propre Polytechnique. Mais voilà, c'est quand même ça le sujet. Mais il ne faut pas non plus que 400 personnes, parce qu'elles sont très motivées et très engagées, bloquent toute une société. Là, il y a un vrai projet de société. Le leadership politique doit être là et s'engager. On marque une pause.
On repart. Alors, je voulais, c'est juste, c'est tout à fait en ligne avec ce qu'on dit. Un tweet de Yann Lequin, donc tout le monde connaît maintenant Yann Lequin, au cœur de, je ne sais pas s'il l'est encore d'ailleurs aujourd'hui, il est peut-être plus ambassadeur de la recherche scientifique ou de la recherche IA de Meta que véritablement opérationnel. Et donc, il avait fait une petite parabole qui fait furieusement penser à d'autres paraboles qui ont été écrites dans l'histoire autour de l'innovation. Donc, un ingénieur qui dit « J'ai inventé un nouveau truc génial, c'est le stylo à billes ». La sphère Twitter qui dit « Mon Dieu, les gens vont pouvoir écrire des choses horribles avec ça, de la désinformation, de la propagande, des discours de haine, il faut absolument le bannir. Les conspirationnistes, enfin non, comment c'est quoi, les doomers, les apocalyptiques. Les apocalyptiques qui disent « Imaginez, si tout le monde a un stylo à billes, ça va détruire la société. Il devrait y avoir une loi contre l'utilisation des stylos à billes. » Et évidemment, et ça, il faut jamais l'oublier, l'industrie du crayon à papier, qui dit oui, les stylos à billes sont très dangereux. Contrairement au crayon à papier, on ne peut pas effacer ce qui est écrit. Ce qui est écrit avec un stylo à billes restera pour l'éternité. Le gouvernement devrait demander un droit, devrait réguler l'utilisation des stylos à billes. C'est magnifique, hein? Ouais, c'est magnifique. Tiens, pendant que j'y suis avec Yann Lequin, juste un truc, parce que ça aussi c'est un truc que je garde depuis un moment. Ce n'est pas parce qu'une machine sera super intelligente qu'elle voudra automatiquement dominer l'humanité. Dans l'espèce humaine, les plus intelligents ne sont pas forcément ceux qui veulent devenir chefs et tuer tous les autres. C'est même souvent le contraire. Il parle de lui-même. Non, mais je trouve que c'est frappé au coin du bon sens, comme quoi. Bon, voilà. Europe sanctionne, régule, parce qu'il écrit ça, effectivement, quand il voit monter la régulation massive. Et je pense qu'il a aussi un agacement par rapport aux gens qui connaissent rien et il y a quand même tout le monde est devenu torrent de bêtises humaines aussi. C'est-à-dire que face à l'intelligence des machines, on voit aussi apparaître les bêtises humaines. Donc je pense que c'est ce qui l'agace. Et ceux qui instrumentalisent aussi les débats à l'intérieur du secteur de la tech pour essayer de rattraper leur retard. Enfin, donc tout ça est, je dirais, presque anecdotique par rapport au moment qu'on est en train de vivre. Oui, parce que le truc qui quand même aide pas... pourquoi c'est une des magazines spécialisés, c'est que tu as quand même un certain nombre de gars, à commencer par Elon Musk, qui disent « Mon Dieu, faut arrêter tout ça, machin, etc. » et tout. On a quand même eu 2 appels très apocalyptiques, justement, autour de ce sujet. Oui, les fameux prophètes de malheur. Enfin là, c'était... Donc c'est quoi? C'est les gars qui sont en retard C'était évidemment Elon Musk qui est en retard, qui ne veut pas louper le coup. D'ailleurs, il est en Chine, là, hier. Il rencontre le ministre des Affaires étrangères, célèbre... Il est rentré de Chine, non? Il était là hier ou avant-hier, et célèbre la réglementation extrêmement avisée des autorités chinoises. Un mot là-dessus, parce sur que l'IA. Ça va vous faire sourire. Parce que c'est quelque chose d'important. Les avions qui décollent et qui donnent des urgents AFP, l'agence France Presse a plusieurs catégories d'informations. Il y a les bulletins, donc les trucs sur 2 lignes. Les urgents, qui sont un peu moins forts, sur 3-4 lignes. Tu as le pape, dont l'avion décolle, ça va être un urgent. Le président des États-Unis, l'avion décolle, ça va être un urgent. Elon Musk, l'avion décolle de Chine, c'est un urgent. C'est parce que maintenant, il n'y a plus le tracker de son jet. Il n'y a plus le tracker de son jet, il y a l'AFP qui fait le boulot. Et bientôt, il va y avoir... mais ça donne quand même Et bientôt, il va y avoir l'urgence sur Sam Altman, qui est le patron de OpenAI, qui commence à devenir... Ouais, mais tu vois, Bernard Arnault qui va en Chine, on dit aussi... c'est mais c'est un urgent AFP. Ah bon, je n'ai pas accès à ça. Non, c'est pour ça, c'est très spécifique. Ça a été mis en avant aussi. Il y allait. Donc, et où Jamie Dimon, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a quand même aussi. Jamie Dimon, alors moins connu, qui est le premier banquier du monde, qui a des velléités de devenir président des États-Unis. Et il a démenti. Non, comment ça il a démenti? Hier, il y a eu un démenti en disant que finalement il n'irait pas. Ouais. Parce qu'il avait fait des déclarations très claires sur l'idée qu'il pouvait battre Trump. Il n'excluait rien, disons. Mais... Il n'excluait rien et surtout qu'il était sûr de battre Trump. Bon, d'accord, je referme la parenthèse. Non, c'était une... Pardon, juste une petite incise. C'était une très belle fin de séquence sur l'économie financiarisée. Qu'à la fin, ce soit le plus grand banquier du monde qui devienne le président de la première puissance mondiale, ça permettait de refermer une parenthèse, de tourner la page et d'écrire la nouvelle grammaire de la mondialisation, plus autour de la finance, mais bien autour de l'industrie. JP Morgan est une boîte de tech, c'est pas une boîte de... c'est une banque, c'est une banque. Oui, donc, l'Europe qui sanctionne et qui régule.
il y a deux mots, lucidité et lucidité. L'Europe a donné 23 milliards d'amendes depuis 15 ans. Elle n'en a encaissé que 3 milliards. Ah oui, 3 milliards, c'est 1% en 15 ans des profits sur une année des 5 géants de la tech. Donc aujourd'hui, les gens qui disent l'Europe est efficace, non. Je le regrette, mais c'est faux. Donc l'amende record là, dont on a parlé énormément contre Meta... Mais il va y avoir 10 recours. Deuxième chose, c'est comme Bastia et son allégorie sur interdire le soleil. C'est pas possible. Donc c'était les fabricants de chandelles qui demandaient l'interdiction du soleil. Voilà, les lucarnes, les fenêtres, il faut tout fermer. Non, la seule manière dont l'Europe va pouvoir avoir un impact, c'est si elle développe cette IA frugale. Et c'est un boulevard pour elle. Parce qu'à nouveau, OpenAI, donc ChatGPT, a dépensé 500 millions dans les 6 derniers mois, dont 80% de coûts énergétiques. C'est une estimation, les 80%. Donc vraiment, l'énergie aujourd'hui va devenir un angle... donc il y a un boulevard en plus sur l'innovation. Troisième chose, on parle beaucoup aujourd'hui des données personnelles en Europe, et c'est pour ça que Meta a été condamné. Mais il y a un énorme angle mort, c'est les données des entreprises. Aujourd'hui, on se concentre... C'est comme avec la politique de la concurrence, qui est restée dans un autre siècle. On se concentre sur un consommateur européen totalement théorique et on oublie qu'aujourd'hui, les vrais enjeux de piratage, de données, c'est sur les données des entreprises. Non, mais attends, ils ne sont pas couverts. Non, mais la différence, c'est que les entreprises, elles ont les moyens de se défendre. Et, enfin, tu le sais aussi bien que moi, André, elles en sont parfaitement conscientes, de l'ensemble de ces sujets. Alors vraiment. Mais aujourd'hui, elles ne sont pas du tout en capacité de se défendre, puisqu'elles ont besoin d'utiliser ces outils pour rester compétitifs. Quand un Renault utilise Google, je ne suis pas sûr que c'est parce que Renault est extrêmement fan de Google, mais c'est le seul prestataire ou un des rares prestataires qui peut lui proposer un cloud sur l'ensemble de ces usines dans le monde, ce que ne peut pas faire aujourd'hui les prestataires européens. Donc voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a un vrai enjeu qui est, la lucidité, la rapidité. Quand j'entends certains à Bruxelles dire « la démocratie est forcément lente », eh ben, je pense que dans ce cas, c'est vraiment eux qui sont en train de mettre la dernière vis ou le dernier clou dans le cercueil de la démocratie. Non, la démocratie a besoin de se réinventer pour être effectivement beaucoup plus dans l'expérimentation. Je voyais hier, en plus c'est une amie, une ancienne parlementaire européenne qui dans le FT faisait une page entière en disant « il ne faut surtout pas laisser les dirigeants avoir de l'impact sur la réglementation ». Eh ben, c'est comme ça qu'on a des parlementaires... Les dirigeants de quels dirigeants d'entreprise. D'accord. Et en disant il faut absolument que ça reste le domaine réservé des parlementaires. Mais aujourd'hui, que ça soit à Washington, à Bruxelles, à Paris ou à Berlin, la plupart des parlementaires sont, et j'ai énormément de respect pour la représentation nationale, sont totalement dépassés. Ils nous le disent, ils sont extrêmement... Enfin, ils viennent nous voir en nous disant donnez-nous des billes. Donc il faut absolument réinventer la manière dont on fait la loi en impliquant beaucoup plus les parties prenantes. Sinon, on sera toujours en retard d'une guerre. Mais toi, tu dois leur donner des billes. Il faut leur donner des billes. C'est ce qu'on fait tous les jours. On a aujourd'hui un des plus forts creusés d'anticipation technologique sur énormément de domaines, que ce soit des matériaux critiques, à l'IA, en passant par la fusion nucléaire. Et on se rend compte aujourd'hui que les offices parlementaires, par exemple, d'évaluation des choix technologiques ne font pas leur boulot, ou ils n'en ont pas les moyens. Je rappelle, il y a un ou un demi-conseiller scientifique et technologique très très bon, mais un seul auprès du président de la République. Il y a 120 PhD auprès de Joe Biden. L'Office de sciences et technologies à la Maison-Blanche, dans le fameux West Wing, c'est 120 docteurs. 120. Et c'est pas un hasard que les réglementations sont aujourd'hui beaucoup plus ancrées sur ce qui va se faire demain. Et qui a besoin aujourd'hui de rattraper? C'est pas les Américains qui sont devant, c'est les Européens qui ont besoin d'anticiper ce coup d'après. Mathieu? Oui. Non, moi je pense que y a maintenant aujourd'hui il y a des questions qui sont posées à l'ensemble de ces groupes de tech, qui est est-ce que oui ou non on déploie en Europe quand on veut lancer un nouveau produit, alors juste service. Parce que c'est grâce à toi d'ailleurs que j'ai que j'ai connu Max Schrems. Enfin je voulais juste montrer sa photo parce que c'est quand même un gars qui est très 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 important en fait. Donc on va voir la photo de ce jeune homme parce que c'est un jeune homme activiste autrichien. Sa première plainte, elle avait été déposée contre une entreprise autrichienne de vidéosurveillance en 2011. J'ai appris ça, voilà. On voit ce jeune homme-là. Et donc, c'est lui, en fait, pour boucler la boucle, qui vaut à Facebook cette amende record que lui a imposée la CNIL irlandaise. La CNIL irlandaise, parce qu'en gros, ce qu'il dit, c'est... Enfin,
ce que prévoit la législation européenne, c'est que les GAFA ne peuvent pas rapatrier les données des Européens aux États-Unis pour les traiter, quitte à les renvoyer ensuite, qu'elles doivent rester en Europe. Visiblement, c'est très très compliqué pour eux de faire ça. Et donc, effectivement, pourquoi est-ce que, là je te laisse la parole, Facebook agite cette menace de quitter l'Europe si jamais les choses devaient se développer. C'est plus subtil que ça. Alors vas-y. Il y a la base déjà installée, qui est déjà déployée aujourd'hui. Donc sur celle-là, il y a quand même très peu de chances qu'elle soit arrêtée en réalité. En revanche, à chaque fois qu'on réfléchit à une nouvelle plateforme, une nouvelle technologie, des nouvelles fonctionnalités parfois sur les plateformes existantes, il y a la question qui est posée de est-ce que oui ou non on déploie sur l'Europe par rapport au risque d'amende. De régulation. Oui, parce qu'en fait, ils prennent les choses quand même vraiment en sérieux parce que ça crée quand même des risques réputationnels. Et donc, très concrètement, par exemple, sur la plateforme P92, qui est le nouveau projet de Meta pour concurrencer Twitter, il y a des questions qui sont posées. Est-ce que oui ou non on le déploie en Europe ? La même façon, sur les casques de réalité virtuelle, la question est posée à chaque fois. Dès qu'il y a une nouvelle génération, maintenant la question c'est est-ce que oui ou non on déploie en Europe. Donc c'est-à-dire que là où aujourd'hui on avait quand même déjà du mal à produire nos propres technologies. Non, parce qu'ils peuvent. On est 480 millions de consommateurs riches. Alors ils peuvent le faire, mais avec une temporalité différente. D'ailleurs, par exemple sur les paiements sur WhatsApp, je noterais que c'est déployé dans un certain nombre de pays et c'est toujours pas déployé chez nous. Oui, mais ça c'est à cause de nos banquiers, ça. C'est à cause d'une réglementation qui est trop contraignante de leur point de vue, et donc ils ont décidé de, pour l'instant, suspendre ce déploiement. Mais ce que je veux juste dire, alors après, tu peux considérer que c'est anecdotique et que c'est pas très grave, on peut survivre sans le paiement comme ça, mais en réalité, il y a des gains de productivité énormes liés au déploiement des nouvelles générations. On a Lydia, nous. Voilà, mais donc, en tout cas, il y a cette question, la question, elle est posée aussi sur les nouvelles générations d'OGM. La question, elle est posée sur les vaccins. Et en fait, donc, ce qui peut apparaître, un peu, je dirais, anecdotique au sens où, bon, finalement, s'il y a des fonctionnalités en moins sur Instagram, on s'en sortira quand même. Mais ceci devient problématique parce que maintenant, ça se pose au moment où on décide de construire un produit. Et en fait, ils ne se rendent pas compte. Mais voilà. Et à un moment donné, le Graal du régulateur ou du commissaire européen, c'est de dire je vais les interdire. C'est-à-dire comme si c'était un acte d'autorité. Mais je veux dire, aujourd'hui, vas-y, interdis TikTok. Il y a quand même des consommateurs, pour le coup, qui utilisent ces produits-là. Alors c'est intéressant parce que c'est... économiste... qui, comme tous les économistes, s'est gouré parfois lourdement, Kenneth Rogoff, qui a écrit un petit papier que j'ai trouvé très intéressant, justement sur TikTok. Il allait exactement dans ton sens. C'est-à-dire que, visiblement, tu as donc le patron de TikTok aux États-Unis qui a passé un mauvais moment, audition contre le Congrès. Les gars voulaient l'interdire. Et derrière, tu peux pas, parce que tu as combien 100 millions d'utilisateurs aux États-Unis qui en plus sont a priori des électeurs démocrates, plutôt jeunes, et que donc jamais ils arriveront à l'interdire. Ouais, elle était un petit peu piégée quand même. Bien sûr, oui, mais parce qu'en fait il faut quand même rendre compte rendre des comptes quand même à un moment donné à des gens. Pareil, si on interdit l'utilisation de molécules pour se soigner, et à un moment donné il y a des gens qui disent non mais attendez, il faudrait peut-être quand même qu'on puisse se soigner. Ouais. Donc il y a à un moment donné la voix des consommateurs, elle devra être entendue. Donc c'est vrai qu'il y a une forme de négociation derrière tout ça. Et même Elon Musk, finalement, il a décidé de désadhérer à la charte qui n'a pas beaucoup de valeur. Mais de fait, il prend à témoin sa base d'utilisateurs qui est ici et il dit qu'ils y aillent, qu'ils m'interdisent. Il a décidé donc il n'est plus lié par le code européen de bonne pratique contre la désinformation en ligne, mais en même temps, c'est un code volontaire, hein, c'est pas le Digital Service Act. À ce stade. Voilà, à ce stade. Et le dernier point que je voudrais évoquer, c'est quand même que, en plus, alors nous, en France, on a une spécificité, c'est que dès qu'on a un règlement européen qui ne nécessite pas de loi pour transcrire dans notre patrimoine juridique, il y a le ministre qui veut absolument en faire une. Et comme il ne peut pas mettre exactement le copier-coller du règlement, parce que sinon, ça n'a quand même pas beaucoup de sens, il va rajouter des petits chapitres qui créent à nouveau une contrainte complémentaire. Tout ça pour rester au prochain remaniement ministériel. Donc c'est quand même un peu... inquiétant en soi. Donc la réglementation, ça a quand même des conséquences. C'est ça que je voulais juste évoquer. Mais bien sûr.
Non, mais c'est très intéressant. Je voudrais renforcer 2 points. Un, le sujet du développement des produits. Au-delà même du consommateur, on parlait tout à l'heure des talents. L'endroit où se conçoit les produits est souvent le creuset de l'innovation. On rappelle toujours le fait que quand Google a racheté DeepMind, qui est cette fameuse société anglaise qui a développé ce jeu, qui a battu le champion du monde en Go et qui maintenant fait des prédictions météorologiques, qui fait du pliage de protéines ou du développement extrêmement accéléré de nouvelles molécules, il y avait à peu près quelques centaines de chercheurs, à peine, mais on dit qu'à peu près un tiers des meilleurs étaient concentrés là-dessus. Donc en fait, quand ces points-là vont tous passer en dehors de l'Europe, eh bien, en fait, l'attraction, les meilleurs vont attirer les meilleurs. On va avoir un effet sur l'innovation qui va être très difficile de mesurer tout de suite, mais qui va être majeur. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que on est sûr que dans le monde de demain, on parle beaucoup d'IA. Je rappelle que la réglementation sur les OGM, elle date de 99. Donc, on a aujourd'hui une réglementation en Europe sur tout ce qui est en fait le cœur de l'agriculture probablement de demain, qui est basée sur des données scientifiques qui ont 25 ans. La réglementation DSA, elle remplace la réglementation e-commerce de 2003. La réglementation OGM, elle n'est même pas basée sur des études scientifiques. Aujourd'hui, elle est basée sur du vide. Peut-être. Total. Et aujourd'hui, tous les chercheurs vous disent, même ceux qui sont très sensibles au sujet du génétique, etc., on ne peut même pas faire d'essais au champ parce qu'on ne peut rien tester. Sauf qu'on est en été, là. On parle tous de sécheresse, on parle tous de protection des bassines. En fait, il n'y a aucune de corrélation qu'on fait entre le fait qu'on ne va pas pouvoir se nourrir de la même manière aujourd'hui qu'encore il y a 10 ans. Donc si on ne met pas ces réglementations à jour, et là on a vraiment un sujet de courage politique. Donc là, il faut pouvoir expliquer ça. D'abord, il faut le comprendre en tant qu'homme politique. Il faut être capable de l'expliquer. Et il faut avoir le courage de s'engager et de faire des tests. Et c'est peut-être ça la nouvelle manière de faire de la politique. C'est surtout pas de commencer à imposer des choses ou avoir des lois, comme le disait Mathieu, à son nom. Alors pour les OGM, la Commission européenne a trouvé la formule. Ils vont appeler ça les NGT. Oui. Donc ils changent le nom pour qu'on ait une nouvelle directive qui permettra effectivement pour repenser un peu l'agriculture aujourd'hui. C'est 99 ou 96, je ne sais plus. Donc on change le nom et comme ça on refait quelque chose de nouveau. Mais et ça fait 4 ans qu'on en parle. Ce que tu évoquais, André, 4 ans qu'on en parle. Moi, on travaille pour une banque américaine sur inventer l'opérateur de marché de demain. Aujourd'hui, on utilise des capteurs, des mouchards sur les stations de travail pour mimer comment fonctionne un opérateur pour pouvoir demain robotiser complètement les salles de marché. Les algorithmes, ils n'ont pas de frontières. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas le faire en Europe parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de mettre des mouchards comme ça, on n'a pas le droit de choper les mouvements des yeux, on n'a pas le droit de choper les mouvements du visage, etc. Donc ça, c'est en train d'être totalement automatisé. Et le jour où ces banques américaines maîtriseront totalement ce sujet-là, ils l'exporteront sans problème ici. Et nous, on n'a aucune banque européenne, j'ai bien aucune banque européenne qui travaille sur le début du sujet. Et donc, les algorithmes, ils n'ont pas de frontières, quoi. Ils n'ont pas de frontières. Donc, si à un moment donné... effectivement, le pire du pire, c'est qu'on a des groupes européens qui sont obligés de délocaliser eux-mêmes en Amérique du Nord ce qu'ils font. C'est quand même, on est quand même dans quelque chose de dramatique, quoi. Donc, je pense que l'exemple de Sanofi est très intéressant parce qu'on revient toujours sur le crédit impôt recherche en disant que c'est formidable, etc. Ça n'a pas empêché Sanofi, plein pot, d'investir massivement dans son nouveau centre de recherche à Boston, où les salaires sont les plus élevés, l'immobilier avec la Californie est le plus élevé, et bien c'est là qu'il faut être parce que c'est le cœur de l'innovation. C'est la pharma et la santé de demain. Après avoir viré il y a 10 ans, Chris Vibarer, le patron de l'époque, qui leur disait c'est ça qu'il faut faire. Exactement. Donc ils ont simplement 10 ans de retard sur leurs investissements à Boston. Voilà. Absolument. Ouais, mais c'est parce que là, il y a le problème du prix d'accès aux médicaments aussi, et puis bien sûr. La capacité à conduire les essais cliniques, qui en plus en ce moment on a des petites difficultés à cause de la guerre en Ukraine, parce qu'en fait on n'a plus de candidats aux essais cliniques qui sont d'ethnie blanc-caucasien. Donc on a un souci d'approvisionnement sur les essais cliniques là actuellement. Mais là, la problématique, c'est sur l'argumentation, c'est sur l'ensemble de la chaîne. Bon, tout ça est passionnant. Non, mais l'histoire, c'est justement Thomas Philippon dont je parle très régulièrement, qui dit c'est vraiment l'agriculture, c'était le cœur de la force européenne quand même. Voilà. Et c'est effectivement cette révolution qu'on est en train de totalement rater. Voilà. Est au cœur de tous les enjeux. C'est 25% au total des émissions. C'est au cœur de l'alimentation et de la santé de demain. Et c'est au cœur également de la géopolitique. L'agriculture va définir nos relations demain avec les grandes régions du monde.
Tiens, est-ce que tu sais ça? Je vais peut-être t'apprendre un truc. Combien de pays sont réellement en capacité d'exporter du blé? 8. Oui, j'aurais dit une poignée. 8. Ça dit tout. Et on en fait encore un petit peu partie, mais pour combien de temps? Mais ça dit tout de la puissance que ça donne à ces 8 pays. D'être réellement... Il y a plus d'exportateurs, hein, mais réellement, allez voir la formidable interview de Sébastien Abyss qu'on a fait assez récemment, réellement en capacité d'exporter du blé, t'en as 8. Voilà. On a bien vu la façon dont on a dû à un moment quand même mettre un genou en terre devant la Russie pour que le blé puisse sortir d'Ukraine, voilà, etc. Oui, non, c'est Thomas Philippon qui se pose ces questions, mais ça va parfaitement dans votre sens. Hein. Pourquoi est-ce que Tesla n'est pas allemand? Voilà, l'industrie automobile, elle était là, Tesla aurait dû être allemand. Pourquoi est-ce qu'Amazon n'est pas français? La grande distribution, la puissance de la grande distribution aurait dû faire naître Amazon. Et il dit, le prochain truc à côté duquel on va passer, c'est sans doute la révolution agricole. Ça donne... C'est à cause de Jack Lang, avec le prix du livre. Avec le prix du livre. Mais à la limite, c'est pas idiot le prix unique du livre. Enfin, c'est pas notre sujet, mais... Vous savez pourquoi on aime toujours les... Non, tu peux pas... Là, Mathieu, pour le coup, l'histoire de l'exception culturelle, puisque ça rentre dans tout ça, Dieu sait qu'on peut taper sur énormément de réglementations. Je ne sais pas si celle-là n'est pas une des plus intelligentes qu'on ait pu trouver. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est aujourd'hui la maîtrise de l'IA en français par les acteurs non français. Mais d'accord, mais... bon. Donc ça donne quoi sur la nouvelle grammaire de la mondialisation? C'est-à-dire que c'est une course de vitesse? Oui, c'est une course de vitesse et d'agilité. C'est aussi une course au talent et à la création des écosystèmes. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est que dans un monde où, en effet, les volumes d'échanges physiques, ils continuent d'abord, ils continuent à se développer, mais maintenant, il y a une démarcation par rapport à l'évolution de la croissance économique. Mais par contre, tu l'as évoqué juste avant, l'adoption et la viralité des technologies ne fait que s'accroître. Ouais. Donc, on est dans une séquence où ces technologies se déploient à une vitesse gigantesque, avec l'exception, par exemple, de la Chine qui a refusé de prendre les technologies pour les vaccins Covid, ce qui est aussi, ça prouve aussi qu'il y a quand même toujours des problèmes de doctrine qui sont à traiter. T'as raison. Mais c'est cette diffusion qui est extrêmement importante. Donc, évidemment, on l'a évoqué assez longtemps, la capacité d'un territoire donné à produire de la technologie est fondamentale, mais l'adopter est tout aussi important. Et donc, c'est pour ça qu'il faut éviter les débats stériles sur la souveraineté qui est associée. C'est-à-dire qu'en fait, il est aussi important d'adopter que d'utiliser. Donc il faut absolument se garder de... Mais en gros, quand on met 3 milliards dans une usine de semi-conducteurs, quand on met 1 milliard dans une usine de batteries, etc., on fait ce qu'il faut, là, à ce moment-là? On essaye d'être à l'échelle, évidemment, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais on essaye d'être à l'échelle. Mais au moins, on essaye de suivre le rythme. On est quand même loin du rythme nécessaire quand même, mais c'est le début. Puis il faut penser la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble, c'est-à-dire que la capacité à manufacturer c'est quelque chose d'important, mais la capacité à avoir la R&D, la capacité à pouvoir avoir les intrants, c'est aussi extrêmement important. Donc on ne peut pas penser qu'un élément de la chaîne de valeur. Et moi j'ai mais oui, parce qu'on fait un fonds d'investissement français dans les métaux stratégiques. Non, mais moi je préfère qu'on... Donc on pense aussi aux intrants. Je pense parfaitement, c'est nécessaire. Après, il y a des effets d'échelle potentiellement, parce que là pour le coup, parfois sur certaines technologies, c'est pas forcément un problème d'argent, mais là sur des sujets comme cela, là il y a quand même des capex qui sont extrêmement lourds. Donc là on n'est pas juste sur de l'innovation de rupture, etc. C'est la mise à l'échelle. Ouais. Donc là les moyens qui sont à penser, ils sont absolument considérables. Et puis il y a des verrous aussi à traiter. Même si on a des nouvelles technologies pour faire l'extraction de minerais, il faut quand même une acceptabilité qui va avec. Donc l'acceptabilité, c'est la capacité à avoir de l'espace physique pour pouvoir mettre les sites industriels et ou pour pouvoir éventuellement forer. Même si, encore une fois, on a des technologies maintenant qui permettent de faire du souterrain, qui permettent d'être beaucoup plus économes en eau, etc. Mais ça, c'est le modèle un peu australien qui est en train de se déployer. André, la capacité de se projeter... En conclusion, parce qu'on est au bout, c'était passionnant. Permet d'éviter les à-coups, c'est-à-dire les à-coups entre le tout écologique et ensuite les coups de menton en disant « Ouh là là, il faut arrêter avec cette réglementation ». Le problème des à-coups, c'est qu'en fait, ça ne permet aucune stratégie sur le long terme. Donc cette prospective, elle est importante. Il faut que cette prospective, elle se diffuse à la fois chez les régulateurs, mais aussi dans la société. Là, je pense qu'il y a un rôle du politique. Moi, je pense effectivement que c'est bien qu'on crée des usines de batteries et des usines de semi-conducteurs, mais est-ce qu'on a pensé
à la vraiment bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit bien qu'on est aussi dans un monde où aucune position n'est aujourd'hui figée. Aucune. On le voit sur l'IA. Effectivement, malheureusement, sur l'IA, c'était une capacité de revenir en avant. Je rappelle, 2018, plan Villani. Donc, on avait quand même anticipé le côté important. Aucune des 10 nouvelles licornes, je ne suis pas un grand fan des licornes, n'est européenne, n'est même pas française, n'est européenne. Comment est-ce qu'on anticipe? Comment est-ce qu'on rebat les cartes? Moi, je suis plutôt convaincu sur une chose, c'est que, il y avait un rapport de Gerald Bronner sur le nouveau siècle des Lumières, l'honnête homme ou l'honnête femme, il faudrait dire aussi aujourd'hui, bien sûr, cette capacité d'avoir une compréhension de beaucoup de sujets, d'être sur l'interdisciplinarité, c'est quand même ce qui fait le ressort de notre système éducatif. Donc on a les forces, on a les germes, ce qu'il faut, c'est les faire éclore. C'est la création de la Sorbonne, hein, l'interdisciplinarité. Voilà, donc. Et c'est le monde d'aujourd'hui, c'est Revenir aux l'interdisciplinarité. origines. Merci les gars, et merci à vous de nous avoir suivis sur Bismarck.